je tiens une consultation sur la fin de vie à l'hôpital de la Citadelle. Ça fait quelques années maintenant. C'est une consultation un peu particulière et qui n'existait pas auparavant. C'est quelque chose qui est rendu possible par les 3 lois de 2002. Je vous signale tout de suite que je ne suis pas le seul à tenir ce genre de consultation. Il y en a bien une proche d'ici au CHU de Liège, qui est tenue par le docteur Charles-Henri Serre, qui est quelqu'un vraiment très bien aussi. Donc voilà. Si vous aviez le désir un jour d'aller frapper à la porte d'une de ces consultations, sachez que Liège est relativement privilégié par rapport à la Belgique. Il y a 2 centres hospitaliers qui ont cette possibilité de consultation. Bien. Ces personnes qui viennent me voir régulièrement, elles ont en commun le désir d'échapper à des mauvaises conditions de mourir. Elles voudraient bien connaître les moyens, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place, ce qu'il faut préparer pour éviter des scénarios qu'elles redoutent, dont elles ont peur. Alors on pourrait peut-être se poser la question d'abord, à l'inverse de ces personnes qui redoutent de mauvais scénarios, est-ce qu'il existe un bon scénario? Est-ce qu'il existe de bonnes conditions de mourir? Est-ce que ça peut exister? Quelles seraient pour vous les bonnes conditions ou les meilleures conditions possibles pour votre fin de vie? Alors, quand on pose cette question-là à nos contemporains, il y a un scénario, effectivement, qui est mis en avant par la toute grande majorité des personnes, à peu près 80% des réponses, dans les enquêtes relativement récentes. La plupart de nos contemporains voudraient bien mourir soudainement, sans être prévenus, sans souffrance bien sûr, et de préférence dans son sommeil. Voilà. Alors, réfléchissez bien à ce scénario. C'est possible, effectivement, que ce soit une des bonnes conditions de mourir. Pourquoi pas? Il y a un autre scénario classique qui représente une toute autre configuration, qui est celui du riche laboureur sentant sa mort prochaine et qui fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est quelqu'un qui sait qu'il va mourir, qui est bien prévenu de sa mort prochaine, et qui va en parler avec ses enfants, et qui va faire en sorte que sa fin se passe pour lui et pour ses proches, dans les meilleures conditions possibles. C'est un tout autre scénario, qui implique effectivement que l'on pense à sa mort, qu'on ose y réfléchir, et aussi qu'on ose en parler. Qu'on ose en parler avec sa famille, et de préférence, dans la situation de soins de santé, avec son médecin de famille. Le médecin qui normalement est le plus proche de soi, qui est le médecin traitant, le médecin généraliste, proche de chez soi. Les soins de santé, effectivement, qui concernent la pratique médicale, définissent la mission du docteur. La mission du médecin, c'est de promouvoir la santé, de la restaurer, de la définir, de faire tout ce qu'il faut pour que cette santé soit la meilleure possible. Mais l'article 3 de la loi sur le droit du patient, qui définit ce que sont les soins de santé, précise aussi que c'est aussi accompagner la fin de vie. Donc, une des missions des médecins, c'est d'accompagner la fin de vie. Et comment doivent-ils l'accompagner? Mais en assurant les soins de qualité. C'est ce que la loi dit. Nous avons l'obligation d'assurer des soins de qualité, et des soins de qualité aussi en fin de vie. Qu'est-ce que c'est que des soins de qualité en fin de vie? Est-ce que c'est le premier scénario qu'il faut privilégier? Est-ce que c'est le second scénario qu'il faut essayer de tenter de promouvoir? Lorsqu'on interroge effectivement les personnes qui sont vraiment malades et qui sont dans une situation où la mort est une idée qui ne leur est plus étrangère, quand on nous interroge pour savoir
quelles sont les meilleures conditions que vous espéreriez pour votre fin de vie? Ça, c'est bien défini. C'est quelque chose qui est relativement bien établi dans la littérature médicale. Les enquêtes nombreuses ont montré. Et quand on parle autour de soi, on rencontre ça relativement facilement. Quelles sont les 5 conditions que les malades mettent en avant? Les malades, pas les docteurs, ni les soignants, ni les infirmières, ni les malades mettent en avant pour considérer que ce sont les conditions les meilleures pour mourir. 1, ne pas souffrir. 2, c'est lorsque l'agonie est là qu'elle ne dure pas. Ça signifie dire quelque chose, ça implicite quelque chose. 3, c'est que lorsqu'on sait que les choses se passent mal, qu'on soit quand même averti, qu'on soit informé, qu'on ait quand même une certaine compréhension de ce qui nous arrive. Étonnant, ça. C'est plus étonnant encore. Les médecins souvent pensent que les malades ne sont jamais prêts pour envisager ou pour parler de la fin de vie, et que c'est un sujet qui est plus traumatisant qu'autre chose. C'est comme ça que nous sommes formés, en tout cas, dans la manière dont on a été éduqué en faculté, c'est qu'on devait protéger les malades des mauvaises nouvelles et des mauvaises perspectives. Or, ce que les malades demandent, enfin un certain nombre, mettent en avant le désir de savoir ce qui leur arrive et de pouvoir un peu, entre guillemets, maîtriser un peu leur fin. 4e, c'est privilégier la présence des proches. Ils veulent avoir la famille autour d'eux, comme le riche laboureur. Et 5e, ils disent, majoritairement, désirer ne pas être un poids pour leurs proches, pour leur famille, et aussi pour les soignants. Ces 5 conditions-là sont relativement simples à retenir. Et je trouve que les médecins qui ont comme responsabilité de suivre des personnes qui ont des diagnostics mauvais et une fin de vie qui s'annonce devraient pouvoir toujours essayer de privilégier ces 5 conditions, systématiquement. Je dois bien vous dire que, en réalité, qu'est-ce qui se passe? La manière dont nos contemporains décèdent concerne pour 30% d'entre eux, des fins de vie qui ne sont pas, qui ne permettent pas de les organiser ou de les prévoir. Ce sont des fins de vie qui sont rapides, parfois soudaines, où en quelques heures ou en quelques jours, la personne est emportée par la maladie ou l'accident. 30%. Vous connaissez les scénarios d'un traumatisme crânien, d'un accident de voiture ou d'un infarctus aigu du myocarde avec choc cardiogénique rapide, la personne décède quoi qu'on en fasse, la pneumonie aiguë qui emporte la personne âgée, l'accident vasculaire cérébral. Voilà. On n'a pas le temps de commencer à se poser des questions, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On essaie de prendre en charge la personne dans sa situation aiguë et elle nous échappe et elle meurt dans les heures ou les jours qui viennent. Voilà. 30%. Il reste 70% effectivement de personnes qui vont décider au terme d'un processus qui permettent de se préparer à leur fin, d'envisager la fin et de peut-être de s'organiser pour qu'elle se passe dans de bonnes conditions. Or, il faut bien savoir qu'une fin naturelle n'est pas nécessairement une fin dans de mauvaises conditions. Bon, c'est vrai que la nature n'est pas un facteur de sécurité en la matière. C'est pas parce que la mort est naturelle qu'elle se passe dans de bonnes conditions, effectivement. Mais dans 10 à 20% des décès, eh bien, c'est une mort qui survient au terme d'une fin qui se passe doucement, gentiment, comme on dit à Liège, où l'intervention médicale et même infirmière n'est même pas nécessaire. Il s'agit souvent, évidemment, de personnes très âgées qui s'éteignent comme une vieille bougie. Un jour, ne sortent pas de leur lit. Et il suffit de leur assurer un petit peu de nursing simple. Elles ne souffrent pas, elles ne demandent rien et elles s'éteignent gentiment. Ça, c'est peut-être une des bonnes conditions aussi de la fin de vie. Personnellement, ça a concerné ma maman et mon dernier oncle qui est mort exactement de cette manière. On n'a rien dû faire, sauf la seule décision qu'on a prise, c'était laisser tranquille.
On ne les a pas hospitalisés de manière intempestive. On savait bien, on se rendait bien compte que la fin était là et que la seule chose à faire, c'était de ne pas les déranger. Et qu'ils se sont éteints, il et elle se sont éteints doucement et gentiment. C'est vrai donc que la position de ta famille, l'intervention de ta famille, l'intervention des soignants peut-être parfois est intempestive et maladroite et est faite des réactions que chaque individu a vis-à-vis de la perte d'un de ses proches. Et c'est vrai que souvent des personnes âgées peuvent se retrouver hospitalisées alors que ce n'était pas du tout le bon scénario à leur imposer. Dès lors, il est meilleur, il est mieux, il est préférable que les personnes qui sont dans une période où on peut penser que la fin s'approche échangent avec leurs proches et avec leurs médecins sur ce qu'il faut privilégier, ce qu'il faut faire pour que justement, pour ce qui les concerne, la manière de mourir soit la plus proche de ce qu'elles espèrent. Il y a une étape, je pense, essentielle dans le fait d'accompagner quelqu'un de manière adéquate et pertinente. C'est le diagnostic de mort prochaine, justement. Cette mort prochaine qui peut être ressentie d'ailleurs par le patient avant que le médecin s'en doute. Si j'ai eu plusieurs fois des personnes qui venaient me parler de leur fin de vie, et je me disais mais c'est un peu précoce, un peu prématuré, et puis qui effectivement meurent assez rapidement. Elles l'avaient senti, elles avaient pressenti quelque chose alors que le médecin ne s'en doutait pas. Mais habituellement, le diagnostic de mort prochaine, il est porté par le docteur. Et ce médecin qui doit pouvoir donner des perspectives et énoncer des pronostics, ce qui n'est pas toujours facile, évidemment, c'est la partie de la science médicale qui est la plus aléatoire et qui donne lieu à le plus d'erreurs. On en convient. Dans le diagnostic, on peut se tromper de la maladie qui concerne le patient, ça vous savez, et dans les traitements, on peut prendre le mauvais. Et quand on doit prononcer un pronostic, c'est encore une partie un peu plus aléatoire. Néanmoins, le médecin devrait pouvoir être capable d'énoncer des pronostics. Et ce fameux diagnostic, j'aime bien utiliser ce mot diagnostic pour ce qui est de la mort prochaine. Parce que ce diagnostic de mort prochaine peut être une information utile justement au malade, dans ce désir fameux qu'il voudrait bien avoir encore la compréhension de ce qui leur arrive et d'avoir une certaine maîtrise possible de leur fin de vie. Il faut les informer de ce que les choses commencent à sentir le vinaigre, si je puis dire. Mais ce qui est plus important encore, c'est que l'entourage soit informé que la mort arrive. Et que dès lors, pour ce qui est et de la famille et des soignants, on se focalise et on se tourne vers ce qui doit être fait pour que cette fin qui s'annonce se passe dans les meilleures conditions possibles et justement éviter les hospitalisations inutiles, les interventions intempestives, ce qu'on appelle l'acharnement ou l'obstination déraisonnable. Et donc, voilà encore le point central d'un scénario qui serait optimal, qui est l'échange d'informations entre le médecin et le malade, le médecin, la famille, le médecin et les soignants. Déjà, donc, le premier message que j'aimerais vous conserviez en sortant d'ici ce soir, c'est la première tâche qu'on doit se forcer à suivre, c'est d'avoir une bonne relation avec son médecin de famille. Une relation de confiance et, je dirais même, une relation d'alliance avec lui. Prendre le temps d'en parler avec son médecin de famille. Même précocement, même bien avant, même 10 ans auparavant, c'est pas grave, qu'il sache que la manière dont on veut aborder les choses, qu'il sache quelle philosophie de vie et quelle philosophie concernant notre fin de vie on a. Et en parler aussi avec sa famille, puisque les familles sont multiples, sont parfois avec des éléments qui peuvent penser dans différentes directions.
il faut pouvoir tenter d'harmoniser les points de vue pour que chacun regarde dans la même direction le moment venu et ne fasse pas éclater la cellule familiale parce que justement il fallait l'hospitaliser, mais non, il ne fallait pas l'hospitaliser, il fallait l'opérer, mais non, il ne fallait pas l'opérer, et ainsi de suite. Ce que souvent les soignants doivent malheureusement affronter, c'est d'avoir parfois des familles qui imposent des traitements, qui imposent des interventions, qui imposent des choses que manifestement il ne fallait pas faire. Et vous savez que la médecine défensive, comme on dit, est une médecine qui est la plus facile à suivre. On fait ce que la famille dit pour ne pas avoir d'ennui. Hein? Bon. Donc, nous devons faire en sorte que la fin de vie se passe dans la meilleure condition possible. Et en réalité, c'est les soins palliatifs qu'il faut promouvoir et utiliser partout, tout le temps. Vous savez, pour sans doute avoir entendu encore les débats en France et les débats qui ont présidé la promulgation de la loi en Belgique en 2002 et les mois ou les années qui précèdent, c'est qu'on opposait la loi d'euthanasie aux soins palliatifs. On dit qu'il fallait promouvoir les soins palliatifs, il fallait absolument qu'on donne des moyens aux soins palliatifs, et ainsi de suite. Comme si les soins palliatifs étaient limités à des lieux ou à des techniques particulières qui faisaient que ça devait être confié à des spécialistes en soins palliatifs. J'aimerais rompre une lance, si vous voulez bien, en vous disant que tout médecin qui s'occupe d'un malade grave avec un pronostic vital en jeu doit appliquer les soins palliatifs, parce que les soins palliatifs, c'est une philosophie de soins qui doit s'appliquer, bien sûr, partout, et par tous les docteurs. Et donc, il n'y a pas de spécialité particulière à avoir. Chaque médecin oncologue, chaque médecin pneumologue, chaque médecin réanimateur, comme ceux que j'ai été, chaque médecin qui soit urgentiste, tout médecin qui a face à des problèmes graves, aigus, doit appliquer une philosophie palliative. Et donc se donner les moyens de respecter cette philosophie palliative. Dans ce contexte, on peut avoir des personnes qui meurent dans de très mauvaises conditions. Effectivement, il peut y avoir des personnes qui sont en fin de vie, quand la fin de vie est là, et que les souffrances sont malheureusement importantes. Effectivement. Ça arrive. Et donc, le médecin a comme mission, même comme obligation, de soulager les souffrances d'un patient qui est en train de mourir. Et si ce patient a des souffrances réfractaires, le médecin peut utiliser une arme absolue, si on peut dire, il va de destruction massive, mais bon, une arme majeure qui est ce qu'on appelle la sédation terminale ou la sédation palliative, ou ce que la loi française utilise comme acronyme et qui est manifestement explicite, la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Là, c'est clair, la sédation profonde et continue jusqu'au décès. La loi dernière mouture de la France, que la France a essayé de mettre en avant pour justement lutter contre le mal mourir et donner les moyens aux docteurs d'assurer de bonnes conditions de la fin de vie, a autorisé les médecins à utiliser cette sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc pour moi, c'est quelque chose de très positif, c'est une avancée importante. Et donc, c'est quelque chose que les médecins doivent utiliser lorsque la situation l'impose. Alors, j'aimerais bien insister sur le fait qu'il faut effectivement 3 conditions majeures, 3 conditions essentielles pour qu'un médecin puisse se permettre de prescrire une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Quelles sont-elles? Elles ressortent de ce que je viens de vous dire. Un, c'est que le patient est en train de mourir. Ce n'est pas la sédation qui va le faire mourir. C'est parce que le patient est en train de mourir. Quoi qu'on fasse, on ne sait pas changer de scénario. Il n'y a pas d'autre alternative. On ne peut pas proposer une intervention chirurgicale, une hospitalisation au cours qui va changer la donnée. Ce patient va mourir dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent. Allez,
science du pronostic aléatoire, j'en conviens, mais 1 à 2 semaines maximum. Si on est convaincu que ce patient va mourir dans les heures ou les jours qui viennent, 1 à 2 semaines, je vous dis, et deuxième condition, que les souffrances sont là, difficilement traitables par des moyens normaux, on dira que ces souffrances sont réfractaires, et que 3, on a effectivement prononcé le mot le diagnostic de mort prochaine et qu'on s'est concerté avec le patient si possible. Souvent, le patient n'a plus beaucoup de capacité de communication dans ces conditions. Mais avec les soignants et avec les proches, avec l'entourage, avec sa famille, on s'est concerté, on a échangé l'information et on a décidé ensemble, le moment est venu, d'assurer une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Alors là, il faut l'appliquer. 3 conditions essentielles, majeures, qu'il faut pouvoir... Évidemment, vous avez bien compris que, de nouveau, il est nécessaire d'avoir une concertation honnête, transparente, que le médecin doit avoir le temps de donner les informations aux malades, éventuellement à sa famille et aux soignants. Vous imaginez bien tous les scénarios possibles et toutes les circonstances possibles. Des fois, il est bien compréhensible que l'urgence est là et qu'il faut agir avant de prévenir. Bon. Mais si on a le temps de pouvoir donner un coup de fil ou l'autre à la famille pour que celle-ci puisse revenir avant qu'on endorme de manière définitive la personne et que celle-ci puisse encore dire au revoir ou recevoir les adieux de ses proches, je pense que c'est quelque chose à faire et que c'est même essentiel. Ne jamais oublier, de la part du docteur, les 5 conditions les bonnes conditions de mourir, soulager les souffrances, d'accord, mais privilégier la présence des proches. Se donner les moyens que les proches soient là au moment où la personne s'en va. Que celle-ci ne meure pas isolée et seule. Ça, je pense que ce n'est pas une bonne condition. Donc, voilà ce qu'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Les 3 conditions, et maintenant l'application de cette sédation, il est évident que pour moi, quand on a décidé d'une sédation dans ces conditions-là que je viens de vous préciser, il faut faire en sorte, deuxième condition des 5, que quand l'agonie est là, effectivement, ça ne traîne pas, elle ne soit pas prolongée. Et donc une sédation profonde et continue jusqu'au décès, pour moi, doit obéir à de bonnes conditions également, c'est que ça ne dure pas plus que 1, 2 ou 3 jours au maximum. Bon, il peut y avoir des situations qui sont parfaitement acceptées par l'entourage et que les choses se passent bien et que la personne dort, entre guillemets, paisiblement grâce aux médicaments qu'on lui administre. Et là, on n'est pas nécessairement pressé, effectivement. Mais souvent, la situation est difficile. Une sédation profonde et continue jusqu'au décès n'est pas une technique aisée à administrer. On n'a souvent pas les résultats qu'on voudrait bien obtenir, c'est-à-dire quelqu'un qui dort gentiment, qui a l'air de dormir. C'est souvent des râles et des encombrements et des choses qui ne sont pas belles à voir. Et donc, pour moi, il faut savoir monter les doses suffisantes pour que la procédure ne traîne pas plus que 1 ou 2 ou 3 jours. Je dois bien vous dire que dans la majorité des cas, en réalité, dans les faits, qu'est-ce qui se passe quand on fait une sédation profonde et continue jusqu'au décès? La personne meurt dans les heures du début de l'administration, hein, habituellement. Enfin, ce n'est pas toujours le cas. La sédation profonde et continue reste un élément de controverse, vous le comprenez bien, puisque là, on a effectivement une façon de prescrire qui induit non seulement un sommeil profond, qui dans le contexte du fait que le patient est en train de mourir, hein, va sans doute précipiter sa fin. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à obtenir de la part des soignants, cette prescription et cette administration de médicaments. Parce que vous vous rendez bien compte, enfin je pense, il doit être clair pour tout le monde, que cette façon de procéder implique que le médecin et les soignants
assume une certaine intention de mourir. Ce qui est, pour certains d'entre nous, une transgression d'une frontière qu'on ne devrait jamais franchir. Je prétends que la médecine moderne impose aux médecins et aux soignants de franchir cette frontière, d'assumer une certaine intention de mourir. Pourquoi ? Parce que c'est la condition sine qua non de bonnes conditions de fin de vie lorsque la personne est en train de mourir et est en souffrance réfractaire. Je vous rappelle les 3 conditions essentielles. Je ne vais pas m'en écarter. Mais pour que les décisions soient appliquées correctement et soient bien vécues par le malade et par sa famille, il faut pouvoir assumer cette intention de mourir pour que les choses se passent le mieux possible. Et il faut respecter évidemment une procédure et un protocole de concertation et de transparence. C'est à ce prix que cette transgression, pour moi, est admissible et légitime. De nouveau, il faut apprendre aux soignants et aux médecins en particulier à conférer avec les malades et souvent avec leurs familles. Et il faut que les familles soient préparées aussi à ce genre de dialogue. Et donc, la qualité d'une fin de vie dépend de bonnes décisions que le médecin va prendre, de bonnes prescriptions qu'il va faire et de la bonne compréhension qu'il va pouvoir obtenir de la part des proches ou du malade, si celui-ci est encore bien conscient, évidemment, c'est encore lui qui doit encore donner son avis et dire ce qu'il veut. Mais, de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui est accessible automatiquement, et de la part du médecin qui doit être capable d'affronter cette idée d'une mort prochaine et oser l'annoncer, le dire et en prendre les conséquences, et de la part des familles et d'entourage qui doivent être capables aussi d'assumer ce genre d'informations, ce genre d'épreuves, de dire, voilà, la personne va mourir, malheureusement, quoi qu'on fasse, et comme ça ne se passe pas bien, donnons-nous les moyens pour que les choses se passent mieux. Ce dont je vous parle pour l'instant, ce n'est pas de l'euthanasie. Ça n'a rien à voir. Nous sommes dans un accompagnement médical d'une fin de vie qui est parfois, qui implique le fait que les conditions sont difficiles et mauvaises pour le patient, et nous devons en tirer les conséquences et nous donner les moyens pour que cette fin de vie se passe mieux. Jusqu'à une sédation profonde connue jusqu'au décès. Vous aurez parfois, de manière exceptionnelle maintenant, mais ça existait davantage sans doute par le passé, des personnes qui refusent toute médication, qui refusent tout accompagnement. Mais c'est encore leur droit, évidemment. Quand ce refus émane de la famille, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Et là, on commence à être dans une frontière éthique, comme on dit. Qu'est-ce que le médecin doit faire? Il doit suivre, il est au service du malade, il doit défendre ses intérêts, mais il ne peut pas le faire, à mon sens, en opposition complète avec son milieu familial. Puisque si celui-ci, si le malade n'est plus capable de donner son avis, enfin s'il est capable de donner son avis, il n'y a pas de problème, on suit l'avis du malade. On a son accord et on construit la décision ensemble. Pas de problème quand le malade est capable de faire quelque chose de conscient et d'organiser. Mais quand celui-ci n'est plus capable de donner son avis, le médecin ne peut pas décider pour lui de manière autoritaire ce qui est bon pour le malade. Donc il doit se tourner vers ses référents familiaux avec lesquels il doit construire une décision. Les référents familiaux s'exprimant à la place du malade, puisque c'est eux qui le connaissent le mieux que le docteur. Et vous voyez les difficultés et les périls parfois que cette situation produit. Il peut y avoir des oppositions entre les familles et les docteurs, au détriment du malade,
Et bon, c'est un autre chapitre. Mais voilà, j'ai ouvert, je le ferme. Bien. Le médecin, donc, est en charge d'un malade et doit assurer les meilleures conditions de mourir. Les décisions qu'il prend doivent être construites avec l'accord du malade ou avec l'accord de ses référents familiaux. C'est la loi, c'est le droit du patient qui donne ça. Hein. Alors, sur le droit du patient, le médecin ne peut rien décider sans l'accord du malade. Et quand le malade n'a plus la capacité de donner son accord, le médecin doit rechercher cet accord avec les substituts du patient, que sont les membres de sa famille. Et si le malade a désigné quelqu'un de particulier comme son mandataire de santé, c'est vers ce mandataire que le médecin doit se tourner. Alors, je vous apprends peut-être quelque chose, c'est important, effectivement, que la loi des droits du patient a édicté une hiérarchie des interlocuteurs vers lequel le médecin doit se tourner pour prendre une décision quand le malade n'est plus capable de donner son consentement ou d'indiquer vers quoi il veut aller. Quand le malade n'est plus capable, il y a une hiérarchie que vous devez tous connaître normalement, puisque la loi a été dictée depuis 2002. Quelle est-elle, cette hiérarchie? Eh bien, c'est d'abord le mandataire désigné par le patient. Donc, vous pouvez, en tant que futur malade, désigner un mandataire qui est chargé de faire respecter vos volontés à vous si un jour vous n'êtes plus capable de les formuler vous-même. Tant que vous êtes capable de formuler vos volontés, personne ne se substituera à vous, normalement. Mais si ça vous arrive, par accident ou par maladie, eh bien voilà, la loi prévoit une hiérarchie. D'abord, le mandataire désigné par vous. Ce mandataire doit être désigné de manière formelle. C'est-à-dire, donc, vous avez un document, je désigne monsieur, madame une telle comme mon mandataire de santé, chargé de représenter mes volontés, et d'ailleurs, ces volontés lui sont précisées par moi-même dans un autre document, éventuellement. Vous signez ce mandat, et le mandataire doit contresigner pour accord. Il doit mettre son numéro de registre national. C'est un papier qui a force de loi. Le mandataire a autant de capacité de décision que vous-même, que le malade. Ok, ça c'est important. Il peut tout exiger ou demander ou refuser, comme un malade. Donc vous pouvez, comme malade, refuser une intervention chirurgicale. Vous pouvez refuser une hospitalisation. Un mandataire peut refuser pourvu qu'il ait un mandat clair. Parce que le médecin peut très bien dire, prouvez-moi que c'est bien la volonté du malade que vous représentez de refuser cette telle intervention. Alors le mandataire doit être capable de fournir la preuve que c'est bien dans son mandat de refuser telle ou telle intervention. Mais donc le médecin peut encore passer outre. Hein. Le médecin a beaucoup de pouvoir. Hein. Mais néanmoins, le premier interlocuteur vers lequel le médecin doit se tourner quand un patient n'est plus capable de donner son avis ou son accord à des interventions ou des décisions qu'on devrait prendre pour ce qui le concerne, c'est le mandataire désigné par le malade. Je dois bien vous dire que c'est très rare d'avoir un mandataire devant soi. Cette possibilité que la loi offre est sous-utilisée, très peu utilisée. Alors, quand il n'y a pas de mandataire, c'est peut-être parfois quelqu'un de parasite, je vais bien vous le dire, ça peut être la personne désignée par le juge. Parce que maintenant, la loi sur la protection de la personne implique que le juge peut désigner des substituts aux décisions où vous avez des personnes qui sont chargées de gérer vos biens. On peut le comprendre que ce soit nécessaire dans pas mal de cas lorsqu'on devient particulièrement âgé, par exemple. Mais depuis quelques années, c'était avant des gestionnaires de biens, maintenant c'est des gestionnaires de la personne. Donc, la personne désignée par un juge comme substitut au patient est parfois chargée de prendre les décisions
pour sa santé, ou pour les interventions chirurgicales, ou pour les hospitalisations. Et donc c'est vers cette personne-là, ça va de substitut au patient que désigné par le juge. Bon, ça se fait encore peu, ça, mais ça se fait. C'est malheureusement pas toujours quelqu'un qui est parfaitement au fait de ce qui conviendrait au malade. Hein, ça arrive. Bon, malheureusement. Je ferme la parenthèse. Quand il n'y a pas de mandataire et quand il n'y a pas de personnes désignées par un juge, ce sont quand même des situations qui sont encore actuellement très minoritaires, et que la personne n'est plus capable de donner son avis. Vers qui le médecin doit se tourner? Eh bien, d'abord vers le conjoint. On va demander à la personne qui vit avec le malade ce que le malade aurait pu décider lui-même. C'est toujours la question qu'on pose. Hein. On ne demande pas au conjoint qu'est-ce que vous pensez. On dit qu'est-ce que le malade penserait, selon vous, qu'est-ce qu'il dirait lui. Et s'il n'y a pas de conjoint ou que celui-ci ne veut pas jouer ce rôle, ce sera alors vers les enfants majeurs qu'on se retourne, vers un des enfants majeurs. Et il n'y a pas d'enfants majeurs, alors ce sera vers les parents, s'ils existent encore. S'il n'y a pas de parents, ce sont les frères et sœurs majeurs du défunt. Et s'il n'y a pas de frères et sœurs, il n'y a plus personne. Eh bien, le médecin reprend d'autorité sa casquette de médecin à décision paternaliste, si on peut dire, et il va choisir en âme et conscience ce qui est le mieux pour le patient. Je pense que, comme professionnel de santé, c'est peut-être lui qui est quand même le mieux passé pour essayer de décider, mais en ayant discuté et échangé avec au moins un confrère. Donc c'est jamais une décision seule que le médecin peut prendre, toujours une décision partagée, avec un membre de la famille ou avec un confrère. Où en étais-je? Là, je perds le fil de mon discours. Oui, ça oui. Les conditions du bien mourir. Oui. Ah oui, je vais y venir, savez-vous. Je vais y venir. Je garde le meilleur pour la fin. Alors, je perds le fil, désolé, excusez-moi. Bon, je ferme la parenthèse de la capacité de décision médicale qui doit se référer toujours vers le malade ou vers un substitut du malade pour prendre une décision, surtout concernant une décision de fin de vie. Toutes les décisions, d'ailleurs, médicales devraient être basées sur ce même schéma, mais en particulier les décisions de fin de vie, évidemment. Alors, il reste donc que dans toutes ces discussions que le médecin peut avoir, et dans toutes ces évaluations et toutes ces initiatives qu'il peut prendre pour le bien du malade et pour que sa fin de vie se passe dans les meilleures conditions possibles, en conférant éventuellement avec les proches pour asseoir une décision particulière et la rendre valable, il lui reste quelque chose qui ne lui appartient pas au médecin. Et j'en viens donc à ce qui appartient au malade. Et là, c'est une frontière vraiment étanche, en quelque sorte, qu'il faut dresser entre les prérogatives du médecin que je viens vite de définir, en disant qu'il doit rechercher bien sûr l'accord du malade pour toutes les décisions qu'il prend, y compris toutes ces hiérarchies que je viens de vous dire, des référents du malade quand celui-ci n'est plus capable de donner son avis. Le médecin peut aller jusqu'à une décision de sédation profonde et continue jusqu'au décès si les trois conditions sont remplies. Hein, 1, que la mort prochaine est là, et 2, que la souffrance réfractaire est là, et 3, qu'il en a conféré avec le malade ou avec ses proches. Il peut aller jusqu'à cette décision, le médecin. Ça fait partie de ses prérogatives, même de ses devoirs. Maintenant, il y a une catégorie de décisions lourdes de conséquences qui n'appartiennent plus au médecin, mais qui appartiennent au malade, et exclusivement au malade. Enfin, exclusivement.
On va voir que c'est partagé avec le docteur. C'est justement les décisions concernant un acte d'euthanasie. Alors, je vous ai dit que la sédation profonde et continue jusqu'au décès pouvait être proposée ou imposée par le médecin quand il est tout seul à décider, avec un confrère au minimum, quand il n'a pas d'interlocuteur devant lui. Cette décision médicale, là, elle est faite quand le malade est en train de mourir, avec une espérance de vie, je vous l'ai dit, de quelques heures à quelques jours, avec maximum 1 à 2 semaines. Ça, c'est le domaine médical. Maintenant, le domaine du patient, qui appartient au malade lui-même. Celui-ci peut se trouver dans une situation qu'il juge devenue insupportable et invivable. Et là, il peut, grâce à la loi en Belgique depuis 2002, demander à ce qu'on mette fin à ses souffrances et donc demander ce qu'on appelle en Belgique, ce qu'il est convenu d'appeler en Belgique, l'euthanasie. On ne fait pas de différence en Belgique entre suicide assisté et euthanasie. Je romps tout de suite une lance, puisque actuellement en France, le discours est porté vraiment très fort sous cette distinction entre suicide assisté et euthanasie. Je n'aime pas le mot suicide assisté et je n'aime pas beaucoup l'euthanasie non plus parce que malheureusement il est connoté de manière historique par l'expérience de la Seconde Guerre mondiale. Je n'aime donc pas ce mot. Je préférais celui qui a été utilisé par les Canadiens dans leur loi de 2015, c'est l'aide médicale à mourir. Je préfère ça à euthanasie ou suicide assisté. Mais en Belgique, on ne fait pas de différence justement entre l'euthanasie qui est un acte porté par un médecin et le suicide assisté à la Suisse qui est une prescription médicale que le malade s'auto-administre lui-même. La loi en Belgique ne privilégie pas le mode opératoire. Il ne dit pas que dans la loi sur l'euthanasie, il faut que le médecin administre un médicament. Et il n'empêche pas non plus le malade de s'administrer lui-même ce médicament. Donc il n'y a pas de différence à faire en Belgique entre ce qu'on a pensé utiliser comme définition d'euthanasie, qui est l'administration médicale d'un médicament mortel, opposé au suicide assisté, qui est le malade qui s'administre lui-même le médicament. En Belgique, la loi sur l'euthanasie n'empêche pas le malade d'assurer sa propre responsabilité dans le geste d'absorber la potion létale. Bon, je ferme la parenthèse si vous voulez bien, on peut en reparler dans la discussion et les questions après, je pense que ce sera peut-être plus intéressant. Bien, nous nous trouvons ici dans un scénario tout à fait différent d'un accompagnement médical normal, d'une situation qui évolue et qui aboutit à une fin de vie difficile où le médecin doit, c'est son rôle, assurer les meilleures conditions possibles au décès, c'est-à-dire soulager les souffrances et faire en sorte que les choses se passent au mieux, y compris en faisant une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Nous sortons de cette catégorie-là. Nous nous trouvons ici devant une situation vécue par un malade qui estime que son parcours est arrivé à une situation pour lui qui est devenue invivable, insupportable, et il veut y mettre un terme. Et il estime qu'il doit pouvoir être aidé à mettre fin à ses jours de manière assistée. C'est ce qu'on appelle l'euthanasie en Belgique, ou le suicide assisté en Suisse, ou l'aide médicale à mourir au Canada. Et donc là, vous voyez bien qu'ici, on sort vraiment du paradigme du médecin qui suit ses prérogatives de médecin, qui est d'assurer les meilleures conditions de vie et les meilleures conditions de mourir pour tout un chacun. C'est sa mission. Ici, nous avons quelqu'un qui dit de manière un peu prématurée par rapport à l'évolution naturelle de son mal, qu'il est arrivé à un stade qu'il juge devenu insupportable et il veut être aidé à mourir à un moment choisi par lui. Et donc là, c'est quelque chose qui est d'un ordre totalement différent des capacités de décision du médecin. L'euthanasie, comme la loi le permet en Belgique, est une prérogative du malade.
La définition est toujours citée, mais c'est l'acte par lequel un médecin met fin à la vie d'un patient, à la demande de celui-ci. Les derniers mots sont les plus importants. Ce n'est pas le médecin qui décide de mettre fin à la vie d'un patient, c'est le patient qui décide. Et donc, là, la prérogative du médecin passe en dessous des capacités de décision du malade. Donc, c'est le malade qui décide et c'est le médecin qui consent. Voilà le renversement paradigmatique, si je puis dire, de cette possibilité qu'offre la loi en Belgique d'une fin de vie décidée par le malade. Vous avez ici l'exemple inverse de la position normale qu'un patient tient vis-à-vis d'un docteur ou qu'un docteur tient vis-à-vis d'un patient. Habituellement, nous avons toujours une autorité professionnelle, voire morale vis-à-vis d'un patient, de décider ou de proposer des décisions pour lui, et le malade consent à ce qu'on lui propose. Le médecin décide, le malade consent. C'est habituellement la position que nous occupons tous dans nos relations avec les docteurs. Dans le cas d'une euthanasie, la position est complètement inversée. Complètement. C'est le malade qui décide et le médecin qui consent. Alors vous voyez tout de suite que les prérogatives du malade sont majeures, puisque c'est lui à qui appartient la décision. Mais néanmoins, il est dépendant du médecin pour ce qui est de son consentement, du consentement du médecin. Il faut bien donc que le travail de conviction dépend donc du malade. C'est l'inverse de la position normale. Je dois convaincre mon malade que l'intervention chirurgicale est la bonne, c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous opère demain du cœur? C'est ça qu'il faut faire. Bon, le malade dit oui, il consent. Mais ici, c'est l'inverse. Le malade dit je veux que vous m'aidiez à mourir, et très prochainement, je n'en peux plus. C'est le malade qui doit convaincre le médecin, et le médecin qui doit consentir. C'est parfaitement la position inverse. Et donc, ça implique quoi? Ça implique que le malade ait une énergie suffisante et une lucidité suffisante pour argumenter avec son médecin, pour lui faire comprendre que c'est bien ça qu'il veut et que c'est ça qui lui convient. Le médecin va pouvoir peut-être ne pas consentir immédiatement. Il va peut-être commencer à discuter, et c'est son rôle de ne pas être un béni oui-oui. Il doit justement opposer sa science de professionnel de la santé vis-à-vis d'un malade en détresse qui ne voit plus rien que sa souffrance et qui voudrait bien en être délivré et ne voit plus que la fin de sa vie pour être enfin délivré de ce calvaire, et le médecin qui doit voir un peu plus loin que lui et doit pouvoir l'éclairer sur cette décision qu'ils vont prendre en commun. Et donc, il doit y avoir d'abord un échange construit et suffisamment construit pour que cette décision soit, pour finir, partagée. Une décision qui va être proposée par le malade et acceptée par le médecin. Il y a beaucoup de situations qui sont évidemment assez claires dès le départ. Quand on a suivi un patient pour des problèmes de cancer, par exemple, c'est une des circonstances les plus fréquentes pour ce qui est d'une euthanasie. Le malade est confronté à une maladie qu'il sait mortelle d'emblée quand on lui prononce le diagnostic. Il va être suivi par un médecin oncologue et son médecin traitant, si possible, pour essayer de lui faire traverser cette épreuve qu'est le cancer, puisque maintenant 60% des cancers guérissent. La majorité des cancers, heureusement, sont des maladies guérissables, et on fera sans doute encore des progrès dans les années qui viennent, mais on sait bien qu'un certain nombre de cancers sont mortels, et donc dès l'annonce du diagnostic, le malade sait qu'il est atteint d'une maladie potentiellement mortelle. Et donc, dans cette idée d'une mort possible, le malade peut très bien un jour
vouloir rendre les armes, comme on dit, et ça suffit, je n'en veux plus, je veux que ça s'arrête. Aidez-moi, docteur, je veux maintenant rendre les armes. Et c'est une construction entre ce malade atteint d'une maladie potentiellement mortelle qui va conférer avec son médecin progressivement pour convenir d'une décision commune que effectivement l'euthanasie est la dernière solution raisonnable. Et donc c'est une confrontation des points de vue d'un malade qui se trouve dans une situation qu'il juge peut-être à tort, parfois dépassée, et un professionnel qui doit bien sûr jauger objectivement s'il n'y a pas d'autres solutions, s'il n'y a pas d'autres perspectives à donner. Et donc il y a cette rencontre entre un malade et un professionnel qui doivent s'accorder sur la bonne décision à prendre. Et je vous disais que dans certains cas, les choses sont relativement simples et claires assez vite. Et dans beaucoup d'autres cas, les contextes sont évidemment beaucoup plus discutables. Et alors la construction de la décision, elle peut prendre du temps. Et donc c'est un véritable accompagnement entre un malade d'un côté et un médecin, si possible le médecin de première ligne, celui qui connaît mieux le milieu dans lequel vit le malade, donc c'est-à-dire le médecin traitant, le médecin généraliste, c'est lui qui est, je pense, l'interlocuteur professionnel à privilégier pour les malades et pas les spécialistes qu'ils rencontrent à l'hôpital. Le médecin traitant est ce médecin qui va dans les familles, qui va au domicile, qui connaît l'histoire de la famille, qui peut le mieux se positionner vis-à-vis de cette demande aussi particulière d'être, de la part d'un malade, d'être aidé à mourir. Il y a donc un parcours à faire, un travail de conviction de la part du malade vis-à-vis du médecin et du médecin vis-à-vis du malade pour construire une décision commune. La loi sur l'euthanasie, maintenant, elle implique toute une série de précautions à prendre pour que l'euthanasie se fasse au terme d'un parcours bien conduit et que les choses se passent bien pour finir, pour le malade bien sûr, mais aussi pour son entourage. Alors, je vous explique rapidement ce que la loi implique. Et je trouve, elle est très bien faite, cette loi. Elle nous donne, en quelque sorte, les bonnes pratiques cliniques pour que la décision d'une euthanasie soit prise dans les meilleures conditions possibles pour le malade, pour ses proches et pour les soignants. Quand un patient fait une demande d'euthanasie à un médecin, ce médecin doit s'arrêter, s'assurer que effectivement la demande est bien claire, que c'est bien l'euthanasie dont il s'agit. Je dois bien vous dire que, au moins dans ma pratique, une personne sur deux, donc 50% des cas, des personnes qui viennent me parler d'euthanasie, ce n'est pas d'un acte d'euthanasie qu'ils veulent, ce sont vraiment des soins palliatifs bien conduits, des soins d'accompagnement bien conduits, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils espèrent, c'est ça qu'ils réclament. Ils se savent atteints de maladies graves et mortelles à terme, ils voudraient bien mourir dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire avec le moins de souffrance possible, et ils se confient au médecin pour s'assurer que celui-ci sera disponible au moment venu pour que les choses se passent bien, le mieux possible. Mais ce n'est pas d'euthanasie dont il parle. Et donc il faut préciser évidemment de la part du professionnel, quand le malade parle d'euthanasie, ce qu'il entend par euthanasie. Et une fois sur deux, en gros, ce sont des soins palliatifs bien conduits qu'il désire. Parce que c'est quoi une euthanasie en réalité? Vous le savez bien. C'est la décision d'un malade de mettre fin à sa vie avec l'aide du médecin à un moment précis choisi par lui. Dans le cas d'une euthanasie, c'est le malade qui choisit son dernier jour et sa dernière heure. C'est pas le médecin, c'est pas sa famille, c'est le malade lui-même. Et vous comprenez tout de suite que cette décision, elle n'est pas possible pour tous. Chacun d'entre nous, nous ne sommes pas capables, nous ne serions pas toujours dans les conditions pour être capables de choisir un jour, de dire c'est maintenant, je m'en vais maintenant, ou demain matin, ou après-demain soir.
il y a certains d'entre nous qui en sont capables, Oui, la preuve, c'est que maintenant, il y a à peu près, si je me souviens bien, presque 3000 euthanasies par an en Belgique. Donc il y a au moins 3000 Belges qui sont capables de choisir ce geste radical et terminal. Mais 3000 sur 110 000 décès. Hein. En Belgique, il y a 110 000 décès par an. Je vous ai dit à peu près 30 000 décès qui sont soudains ou rapides, qui ne demandent pas une réflexion particulière. Sur les 70 000, 70 000 qui restent, en gros, je vous ai dit, il y en a 10 à 20 000 qui sont dans des conditions gentilles et qui n'ont pas besoin d'intervention médicale. Les personnes s'éteignent comme les vieilles bougies au terme d'une longue vie, on peut l'espérer, voilà, sans rien réclamer et sans grosse souffrance. Il reste ces 40 000 décès qui sont accompagnés médicalement. Et dans ces 40 000 décès accompagnés médicalement, il y en a, pour l'instant, moins de 3 000 qui concernent un choix du malade de son dernier jour et de sa dernière heure. Dans cet accompagnement qui permet de faire ce choix d'une décision d'un moment donné d'une fin, je vous dis que le médecin doit respecter une série de conditions pour que les choses se passent bien, et pour le malade, et pour la famille, et pour ses soignants. En réalité, la loi est bien faite pour promouvoir des actes qui sont quand même capables d'être acceptés, et j'ose utiliser le mot digérés, par non seulement bien sûr le malade qui le réclame, mais aussi par ses proches et par l'équipe soignante qui les entoure. Alors, quelles sont ces conditions ? Le malade doit rencontrer, le médecin doit rencontrer à plusieurs reprises le malade pour s'assurer que la demande est bien persistante. Il doit s'assurer que dans ce contexte de demande persistante, l'information a été complète sur les moyens de soulager les souffrances, sur les soins palliatifs qu'on peut lui fournir, c'est-à-dire tous les soins qu'on doit fournir à quelqu'un qui va mourir ou qui est en train de mourir, ou qui a des situations suffisamment graves pour réclamer à mourir. On doit donc lui fournir tous les moyens pour soulager ses souffrances. On doit s'assurer que cette demande persiste et qu'un confrère au moins vient confirmer que les conditions légales sont rencontrées. Les 3 conditions légales, c'est une demande claire, répétée, sans pression extérieure. 2, motivée par une maladie grave et incurable. Une situation qu'on ne sait pas soigner autrement. Et, bien sûr, responsable, cette maladie grave et incurable, d'une souffrance constante, insupportable et inapaisable. C'est les 3 conditions essentielles. Oui. Alors, on verra sur ce cas particulier d'Alzheimer après, si vous voulez bien, dans la discussion. Et donc, les 3 conditions essentielles, j'ai dit les 3 conditions essentielles de maladie grave, incurable, souffrance insupportable, inapaisable et constante, et demande claire, sans pression extérieure et cohérente, 3 conditions essentielles doivent bien sûr être rencontrées. Le confrère à qui vous devez demander un avis doit confirmer que ces 3 conditions essentielles sont rencontrées. Donc il faut l'avis d'un deuxième docteur, une triangulation avec un deuxième docteur au moins. Et puis il faut rencontrer la famille, expliquer pourquoi le patient fait cette demande et éventuellement pourquoi le médecin adhère à cette demande ou accepte cette demande. Et vous voyez que tout de suite que les familles étant souvent très diverses, où il y a des points de vue parfois extrêmement divers, c'est une étape essentielle dans une procédure bien construite, c'est rencontrer la famille et gagner du temps suffisant pour pouvoir faire passer le message et que les membres de la famille puissent digérer l'annonce et se positionner et enfin, on peut l'espérer, accompagner le malade dans ce chemin, et y participer ou l'accompagner en tout cas.
le médecin doit en conférer avec l'équipe soignante, l'informer de la demande du malade et expliquer pourquoi, le cas échéant, le médecin, lui, accepte cette demande. L'équipe soignante n'est pas là pour s'opposer à la procédure, mais elle doit être obligatoirement informée. Et c'est l'occasion, bien sûr, d'échanger d'autres informations éventuelles ou d'autres remarques que le médecin n'aurait peut-être pas saisies auparavant. Donc c'est important que la décision au départ, et je le souligne ce fait, que cette décision au départ qui appartient au malade, puisque c'est lui qui est à l'initiative. Personne que lui ne peut enclencher une procédure aboutissant à l'euthanasie. Ça n'appartient qu'au malade, conscient et capable. Cette décision, il va en conférer d'abord avec son médecin. Le médecin va accepter éventuellement cette décision, il va la partager avec lui. Et une fois qu'il l'a partagée, il doit en conférer avec un confrère qui doit vérifier que effectivement ce que ces deux protagonistes font est cohérent et correspond à ce que la loi prévoit. Et puis, cette information doit être partagée avec l'équipe soignante et avec la famille. Donc nous avons un partage d'informations obligatoire et qui, je pense, est le meilleur garde-fou à des dérives éventuelles que les opposants à la loi brandissaient au départ des discussions qui ont présidé à la promulgation de la loi en 2002. En réalité, ce qu'on observe, c'est que, à mon sens, il n'y a guère de dérive d'application de la euthanasie, justement parce que c'est une procédure transparente et concertée, non seulement entre le malade et son médecin, et que c'est le malade qui est à l'initiative au départ de la procédure, c'est pas le docteur, c'est le malade, mais si le médecin adhère à la demande du patient, cette décision ne reste pas isolée dans ce colloque singulier, ce fameux, ce réputé colloque singulier entre le malade et son médecin. Ce colloque singulier doit être éclaté rapidement vers tout l'entourage et avec l'équipe soignante et avec au moins un autre confrère. Donc vous avez une décision qui est en réalité socialement partagée, même si le milieu social est restreint, mais suffisant, je pense, pour que ce milieu social établisse un regard qui permette de faire un garde-fou contre les dérives éventuelles que les opposants à la loi brandissaient évidemment au début de l'application de celle-ci. On a donc une procédure que la loi prescrit de rencontrer le patient à plusieurs reprises, de s'assurer que sa demande est persistante, de l'informer de toute sa situation, de lui fournir toutes les informations possibles des traitements alternatifs, ou des solutions alternatives. Le médecin doit en conférer avec un confrère, il doit en conférer avec l'équipe soignante, il doit en conférer avec la famille, sauf si le patient s'y oppose, parce qu'on peut imaginer des familles toxiques ou éclatées, et donc le médecin n'est pas tenu de faire introduire dans le débat des personnes qui viendraient perturber par trop la situation. Mais dans les faits, même si la loi prévoit que le médecin n'est pas obligé, est obligé de retourner vers la famille, à moins que le patient s'y oppose, cette opposition n'existe guère. Dans les faits, je n'ai rencontré qu'une seule fois en 20 ans maintenant d'application de la loi, un malade qui refuse que j'en parle à sa famille. Une seule fois. Donc c'est excessivement rare. Et donc, il va y avoir la réunion de toute une série de personnes autour du malade qui fait une demande d'euthanasie. Et donc là, c'est l'occasion, justement, d'un véritable accompagnement de la part du médecin dans cette procédure qui suit un vrai chemin entre le moment où le patient a évoqué la possibilité d'euthanasie ou la demande explicitement, et la réalisation de l'acte qui est séparée parfois de nombreux jours, voire de nombreuses semaines. Et je dois bien vous dire que plus tôt le patient atteint d'une maladie grave et potentiellement incurable songe à une euthanasie et en parle avec son médecin, mieux c'est. Parce qu'on peut construire ce parcours de manière beaucoup plus approfondie, plus de temps on a. Parce qu'il est évident que malheureusement, certaines situations sont précipitées. Et au début de l'application de la loi,
quand la loi a été votée en 2002, les préventions d'euthanasie, souvent, étaient faites par des personnes qui étaient vraiment au stade terminal de leur maladie et qui réclamaient l'euthanasie. Et personne n'était préparé à ça. C'était quelque chose, évidemment, de tout à fait neuf. Et on était confronté à des actes qui pouvaient se faire parfois dans la précipitation. Et c'était délétère pour tout le monde, enfin pour tous ceux qui restent en tout cas. Le malade obtenait peut-être ce qu'il voulait, mais la famille était parfois complètement désemparée devant une situation qui avait été précipitée et auquel elle n'était pas préparée. Heureusement, depuis que la loi existe, ça fait maintenant effectivement plus de 20 ans, on s'aperçoit que les demandes d'euthanasie se font de plus en plus précocement dans une procédure qui est potentiellement à visée mortelle. Et donc, on a le temps maintenant d'en conférer avec le patient lui-même, de s'assurer que sa demande est bel et bien construite et bel et bien persistante, et que, à ce moment-là, on peut s'assurer que tous les membres de l'entourage se préparent effectivement à ce dernier moment, qui est un acte, effectivement, qui met fin à la vie d'un patient à sa demande. Et donc, la loi sur l'euthanasie implique ceci. Et c'est quelque chose sur lequel il faut toujours insister quand on parle d'euthanasie. Ce n'est pas une décision médicale, c'est une décision du malade, depuis le début jusqu'à la fin. Donc le malade doit être capable de faire une demande à son médecin très particulière. Est-ce que vous voudrez bien un jour, que je ne supporterai plus ma situation, m'aider à mourir? Et il doit convaincre son médecin que c'est bien le bon choix à faire. Et donc il y a une vraie confrontation au départ entre ce malade et ce professionnel. Et il est normal que les points de vue ne coïncident pas d'emblée. Il peut y avoir une vraie confrontation. Et donc, il y a un processus de construction d'une décision commune entre le malade qui demande et le médecin qui va agir in fine. Cette construction de décision commune, elle peut parfois prendre du temps. Et pour finir, quand cette décision est prise, eh bien, à ce moment-là, le médecin doit assumer son geste jusqu'au bout. Néanmoins, c'est le malade qui doit choisir le dernier moment. Donc, la décision essentielle d'une demande d'euthanasie qui émane d'abord du malade et de personne d'autre, elle doit être portée par le malade jusqu'au bout, puisque c'est lui qui doit choisir son dernier moment. Et ce n'est pas le médecin qui choisit à sa place. Donc, c'est une procédure, c'est un chemin commun entre le malade et son médecin, entouré par les membres de la famille, qui doivent faire en sorte que cette décision qui va être appliquée un jour se passe dans les meilleures conditions possibles. Pour le malade, évidemment, pour le médecin accessoirement, mais surtout pour la famille. C'est ça, c'est, je pense, la grande spécificité d'une procédure d'euthanasie par rapport à toutes les autres, bien que, quand des soins palliatifs sont bien conduits et qu'on a le temps d'instaurer un accompagnement palliatif correct d'une fin de vie qui s'annonce, c'est la même mission que les médecins de soins palliatifs doivent assumer et assument, c'est d'accompagner un patient pour que sa fin de vie se passe dans les meilleures conditions possibles et que cette fin se passe en harmonie la meilleure avec les proches. L'euthanasie ne diffère pas de la philosophie palliative en cette matière. C'est au contraire des soins palliatifs classiques où on laisse, entre guillemets, la nature décider. Ici, on laisse la possibilité au malade de faire un choix qu'il convainc son médecin de suivre dans un premier temps et qu'ensuite il décide au dernier moment d'assumer lui-même. Alors je vais vous dire que dans cette construction d'un parcours entre une demande d'euthanasie et la réalisation de l'acte, eh bien, une bonne proportion de personnes qui ont parlé d'euthanasie et qui ont mis les choses en place ne réclament pas l'euthanasie pour finir. On n'aboutira pas à l'euthanasie. Parce que souvent, les conditions de fin de vie sont meilleures que ce que pensait le malade. Une fin de vie ne se passe pas nécessairement toujours dans de mauvaises conditions. La preuve, les 10 à 20% de personnes qui meurent comme ça d'un grand âge au terme d'une vie prolongée
et qui s'éteignent gentiment comme de vieilles chandelles. Mais dans un cas d'une maladie cancéreuse, par exemple, on peut très bien aussi s'éteindre gentiment et sans grosse souffrance. Et donc l'euthanasie n'est pas réclamée par le malade. Il sait qu'il a mis les choses en place. Ça le rassure très fort de savoir qu'il peut activer à un moment donné quand les choses se passent mal. Et les choses ne se passent pas mal, et il s'éteint gentiment. Ce qui veut dire que, en réalité, il n'y a que 2,9% des décès actuellement en Belgique qui se font par euthanasie. Mais en réalité, il y en a beaucoup, beaucoup plus de personnes qui ont parlé d'euthanasie, qui ont évoqué l'euthanasie avant de mourir, mais qui n'ont pas obtenu parce que soit elles réclamaient des soins palliatifs bien conduits, soit, ayant obtenu une possibilité d'euthanasie, elles ne l'ont pas activée au dernier moment. Elles sont éteintes dans des conditions qui étaient meilleures que celles qu'elles redoutaient. Et quand on fait de les additions, il n'y a pas de statistiques tout à fait officielles, mais je pense, j'ai l'impression que sur une euthanasie réalisée, il y en avait 10 qui étaient demandées, ou qui étaient évoquées. Le terme a été évoqué. Donc vous avez 25%, ou 20%, 25% des personnes qui décèdent en Belgique qui ont parlé, qui ont évoqué le mot euthanasie avant de mourir. Ce qui est évidemment bien plus considérable. Ce qui témoigne que la loi a été utile pour une très grande partie de nos contemporains parce qu'ils ont pu parler de leur fin, ils ont pu évoquer leur fin, et évidemment, parler de sa fin mobilise quand même beaucoup, et l'entourage et les soignants, pour que cette fin se passe dans de bonnes conditions. Et évidemment, c'est ça qu'on espère tous, c'est qu'on sait qu'on va tous mourir, et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une euthanasie pour bien mourir. On peut très bien mourir dans de bonnes conditions sans euthanasie. Il y a des situations qui sont malheureusement insupportables et sur lesquelles certaines personnes veulent mettre un terme avant d'attendre la fin dite naturelle, et elles veulent, et la loi les autorise, l'aide d'un médecin pour organiser le terme de leur vie. C'est ça, je pense, la grandeur de la législation belge de permettre à certaines personnes d'obtenir cette aide particulière que les Français ont bien du mal à imaginer encore aujourd'hui pour eux. Alors, bon, je pense que j'ai assez parlé, je pourrais encore parler, évidemment, si on ça ne m'interrompt pas, je peux encore passer toute la nuit. Mais je vais vous laisser des questions, et je pense que la deuxième partie de questions-réponses peut être encore plus éclairante que l'on l'a eu, ce que je viens de vous faire. J'aimerais bien simplement terminer par ceci. Je vous en prie. Ah. Je vous ai cité au départ les deux conditions d'une fin de vie paradigmatique. Mourir soudainement, spontanément, sans qu'on s'en rende compte, dans son sommeil, parfait, magnifique. C'est ce que la majorité des contemporains disent lorsque on leur donne la possibilité de réfléchir, mais pas très longtemps, sur leur fin de vie. C'est ce que j'aurais espéré pour moi-même, je pense, ne pas être confronté à la mort. Mais quand, suite à l'expérience que j'ai et d'accompagner des fins de vie comme ça de personnes qui peuvent en parler, je trouve que l'image du riche laboureur est une manière de fin de vie qui me paraît avoir plus de sens et un véritable accompagnement humanisé de la mort. On ne meurt pas seul, on meurt entouré au moment choisi par soi. C'est ce que l'euthanasie permet.